Chers amis de l'aide des enseignants, bonjour ou bonsoir selon l'heure que vous nous suivez chez vous. Aujourd'hui, nous sommes venus ici à Kinshasa, comme nous vous l'avions toujours dit, que l'enseignement, c'est notre vie. L'enseignement, c'est notre métier. L'enseignement, c'est notre passion. Voilà, aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa. Et pas n'importe où, nous sommes aujourd'hui au secrétariat général du SYNECAT, que vous savez, le syndicat des enseignants, la synergie des syndicats que vous allez suivre aujourd'hui. Nous sommes en train de débattre pour parler de tout ce que vous avez comme question sur les barèmes, sur les négociations, sur la situation des enseignants, mais aussi sur la situation des écoles. Je ne serai pas seul dans cette émission. Je venais de vous le dire que je suis au niveau du secrétariat général du SYNECAT et je serai avec l'homme que vous aviez tant recherché, l'homme qui a mis sa vie en danger pour défendre les enseignants, l'homme qui a été suspendu plusieurs fois pour sa position sur la situation des enseignants. Et il s'agit du monsieur Jean Bosco Puna que je vous demande de saluer là où vous êtes. Bonjour monsieur Jean Bosco Puna. Bonjour camarade Jules. Secrétaire général de SYNECAT, est-ce que vous pouvez vous présenter pour une meilleure compréhension de nos abonnés? Oui, merci beaucoup. Je profite de cette occasion pour saluer tous les abonnés de l'œil des enseignants, cette chaîne qui fait véritablement sensation parce que les enseignants sont très contents d'avoir une chaîne exclusivement pour eux. Eh bien, je m'appelle Jean Bosco Puna, je suis le secrétaire général élu au congrès du SYNECAT. Le SYNECAT, c'est le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques du Congo, mais en même temps, je suis le porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo. Donc, c'est à cette double qualité que j'exerce des fonctions syndicales pour défendre les enseignants, pour défendre le système éducatif congolais, mais aussi pour défendre les enfants congolais, parce que n'oubliez pas, l'éducation, c'est un droit à tous les enfants de la République démocratique du Congo et même du monde. Merci beaucoup. Notre première question va d'abord... on nous a toujours posé cette question, mais aujourd'hui, comme nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, nous voulons savoir combien de syndicats l'enseignement primaire, secondaire en a dans notre pays. Ah bon, mais il faut dire que c'est un véritable foisonnement. Hein, vous savez qu'au niveau de notre pays, autant vous avez plusieurs partis politiques, et là-dedans, ce sont des partis politiques très souvent des mallettes, mais autant vous avez également dans le monde, dans les paysages syndicaux, des syndicats bidons, des syndicats des mallettes. Aujourd'hui, au niveau de l'EPST, nous avons une cinquantaine de syndicats. Je vais dire, à ma connaissance, aujourd'hui, c'est 52 syndicats. Mais lorsque vous regardez de près, vous allez bien vous rendre compte qu'il y a des syndicats qui sont créés par l'employeur lui-même pour le besoin de la cause. Mais les syndicats, les véritables syndicats sur terrain, il faut compter avec la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Nous sommes une plateforme de 6 organisations syndicales pertinentes, mais nous avons également les SYNECAT, ce syndicat qui fait une véritable défense des enseignants. Alors, vous venez de dire qu'il y a 6 organisations. On peut connaître ces organisations qui défendent les enseignants? Excusez, chers amis, là c'est le méandre du direct. Supportez-nous, et parce que nous sommes dans un environnement, comme je vous ai toujours dit, l'enseignant n'est pas protégé, voire même les écoles ne sont pas protégées. Voilà pourquoi, excusez-nous de ce petit bruit, et nous continuons avec M. Jean Bosco Puna. Oui, la question, c'était quoi encore? Vous pouvez me rappeler? Quand vous venez de parler de 6 organisations sur lesquelles on peut se baser, quelles sont ces organisations? Ah oui, dans la synergie, nous avons le SYNECAT, Syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques. Nous avons le SYNEP,
Syndicat national des enseignants des écoles conventionnées protestantes. Nous avons la CCT, la Centrale congolaise du travail, c'est un syndicat interprofessionnel. Nous avons la FA, la Force agissante. Nous avons le collectif des femmes et enfants pour la vie et le développement. C'est une structure qui défend le système éducatif et les enfants. Mais nous avons également les syndicats des enseignants des écoles privées, les CIPEPCO. Voilà donc les différents syndicats qui forment l'ossature de la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo. Et donc tous ces syndicats sont des syndicats pertinents, sont des syndicats qui ont une base, sont des syndicats qui sont bien implantés. Pour parler du Synécat, eh bien, nous sommes dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo et nous faisons le travail de faire avancer les revendications des enseignants. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, si l'enseignant a quelque chose, touche quelque chose, c'est la conjugaison de tous les efforts que nous déployons chaque année pour que l'enseignant puisse gagner quelque chose qui lui permettra de faire un travail de qualité. Ok. Pour éviter qu'on perde du temps, nous allons, parce que vous êtes en train de débattre avec le gouvernement, c'est un travail très difficile. Alors, nous voulons maintenant savoir, il y a eu des grèves, après des grèves, il y a eu des négociations. On a commencé d'abord avec Bibois, après Bibois, on est allé avec Mbouela. Vous pouvez quand même nous parler un peu de façon sommaire, qu'est-ce qui a été décidé à Bibois et pourquoi ça n'a pas été appliqué, qu'est-ce qui a été décidé à Mbouela et qu'est-ce qui a été fait jusqu'au moment où nous parlons. Bien, merci beaucoup et surtout merci de l'opportunité pour que nous puissions nous adresser à tous les citoyens du monde, notamment des Congolais qui sont à travers le monde. Eh bien, lorsqu'on entend parler des accords de Bibois, des accords de Mbouela, en effet Mbouela se trouve à Kisantu, mais il faut faire une historique. Les accords datent des accords de Mboudi. En 2004, le gouvernement de la République démocratique du Congo signe un accord, un protocole d'accord qu'on a appelé protocole d'accord d'innovation de Mboudi. Et donc cet accord donnait $208 au huissier de manière générale et $2080 au secrétaire général. Et depuis lors, le gouvernement n'a pas réussi à pouvoir respecter les engagements qui avaient été pris en cette année-là. Et donc, vous avez compris que beaucoup d'années plus tard, il y a eu des successions de grèves qui n'ont pas permis, même à l'administration publique ou au niveau de l'enseignement, que les travaux se fassent normalement. Et après, nous sommes allés à Bibois. Et à Bibois, c'est à la suite de plusieurs grèves au niveau de l'enseignement, le gouvernement a pris l'engagement de pouvoir payer un palier qu'on a défini ensemble. C'est le palier, le deuxième palier et le troisième palier. Malheureusement, le gouvernement n'a pas tenu parole. C'était en 2019. Et vous avez vu l'année passée, l'année scolaire passée, 2021-2022, avant le début de l'année, les enseignants ne pouvaient pas travailler. Notre synergie a lancé un mot de grève, un mouvement de grève, dès la rentrée scolaire pour pousser le gouvernement à pouvoir appliquer les accords que lui-même avait pris. Et la grève a fait près de 2 mois de grève parce que nous avons repris le 22 novembre pour une rentrée qui était programmée en septembre. Donc on a passé septembre, octobre, jusqu'au mois de novembre, il n'y avait pas de compromis. Nous sommes allés effectivement à Mbouela-Loge. J'ai conduit la délégation de 18 personnes de notre synergie. Nous sommes arrivés à Mbouela-Loge, donc à Kisantu. Nous avons discuté avec le gouvernement et en fin de compte, le gouvernement a accepté, de pouvoir payer le troisième palier de Bibois, parce qu'à Mbouela-Loge, c'était le prolongement de Bibois. Il devrait payer le troisième palier. Le troisième palier, c'est environ $400. Ce n'est pas beaucoup d'argent si vous donnez ça à un enseignant qui doit assurer la relève, la formation des élèves. Donc je crois que le gouvernement, de ce point de vue-là, a été compris par les bancs syndicales. Nous nous sommes dit, le gouvernement a beaucoup de défis à relever, nous acceptons le troisième palier. Le deuxième point qui avait été posé, c'est le problème relatif à la retraite. Vous voyez que nous avons des enseignants qui ont un certain âge aujourd'hui. Il était important pour nous de pouvoir exiger la mise à la retraite, mais une retraite honorable, une retraite digne. Un autre point qui avait été abordé,
c'était la question relative aux écoles désactivées. Le ministre Tony Mwamba, qui est arrivé à la tête, du système de notre enseignement, est arrivé et a désactivé un grand nombre d'écoles. Alors, c'était un obstacle à la gratuité et nous avons demandé qu'on puisse réactiver toutes ces écoles qui avaient été désactivées. Un autre point sur lequel on est revenu, c'était la mutuelle de santé des enseignants. Vous savez qu'il y a une mutuelle pour laquelle nous nous sommes battus, mais aujourd'hui cette mutuelle est prise par des prédateurs qui gèrent mal la mutuelle. Nous avons demandé qu'on puisse nous céder la mutuelle. Il y a eu des négociations dans ce sens-là, mais les choses n'avaient pas marché. Donc voilà autant des promesses que le gouvernement a acceptées. Et donc au mois d'avril, tous les enseignants de la République démocratique du Congo attendaient le paiement de $400, donc le troisième palier. Malheureusement, lorsqu'on arrive au mois d'avril, le gouvernement ne fournit pas d'efforts, il ne donne pas ce troisième palier. Voilà comment les choses se sont passées et c'est pourquoi vous remarquez qu'il y a des grèves qui se succèdent et à la grande désolation et des parents et des enfants, mais aussi de nous enseignants. Alors, j'aimerais attirer l'attention de ceux qui nous suivent en ce moment. Le gouvernement de la République démocratique du Congo discute très souvent sur un fond de ruse. Au lieu de discuter en toute sincérité, il fait des promesses, mais les promesses ne sont jamais appliquées. Nous avons cru à ce gouvernement, à la gouvernance de Félix Tshisekedi, parce que nous avons porté ce pouvoir. Nous nous sommes dit qu'il faut arriver à changer. Nous avons pensé que les choses se passeraient autrement, mais au moment où nous parlons, je crois que beaucoup de choses n'ont pas encore changé. Il nous faut encore du temps et voilà là où nous sommes. Le gouvernement continue avec les méthodes du passé. L'enseignant qui travaille n'a pas un bon salaire. On a instauré la prime de gratuité, mais une prime qui est inéquitable. Il y a 22 écoles qui ont 200 000 francs congolais de prime de gratuité. La majorité d'écoles, la majorité d'enseignants n'ont que 30 000 francs congolais. Voilà la débâcle de notre système d'enseignement. Il nous faut beaucoup de courage, surtout au niveau des décideurs pour que les choses changent. Ok, on va un peu parler de tout ça parce que je voudrais un peu savoir. Le gouvernement, c'était un gouvernement qui négociait de manière rusée, pardon. Et est-ce que, parce que on avait parlé de 3 paliers, et vous veniez de dire qu'ils n'appliquent pas, ils ne respectent pas leurs promesses. Mais ils ont parlé de 3 paliers. Est-ce que le premier, le deuxième ont été payés? Le premier a été payé. Le deuxième et le troisième, c'est ce qui devrait nous amener à $400. Parce qu'aujourd'hui, l'enseignant touche plus ou moins, je dirais, plus ou moins $200. Il n'atteint pas le $200. $200, c'est 400 000, mais l'enseignant à Kinshasa a plus ou moins 370 000 francs congolais. Vous comprenez que c'est difficile pour lui de faire le travail. Alors, on a instauré ce qu'on appelle les zones salariales. C'est-à-dire que les amis qui sont en province, et ils sont près de 90% d'enseignants, sont dans nos campagnes, sont dans nos territoires. Et donc là, c'est encore pire, parce que l'enseignant qui est dans l'arrière-pays a plus ou moins $100. Vous comprenez que quand vous donnez 200 000 francs congolais à quelqu'un qui travaille, c'est difficile de pouvoir nouer les 2 bouts du mois et c'est difficile qu'il fasse le travail. Donc, on a ces problèmes du troisième palier. Le troisième palier devrait nous amener à 400 000 francs. Non, à $400, donc plus ou moins 800 000 francs. Et on a aussi les problèmes de pouvoir ramener les enseignants qui sont dans l'arrière-pays au même niveau, c'est-à-dire uniformiser les salaires. Mais laissez-moi vous dire que jusqu'à ce jour, ce n'est pas encore arrivé. Malgré le slogan « Le peuple d'abord », il nous faut encore beaucoup travailler pour qu'on arrive à concrétiser cette promesse-là de « Le peuple d'abord ». Bon, je voudrais savoir, quand vous négociez avec le gouvernement, cette histoire des zones salariales-là, vous mettez ça parmi les points à discuter ou pas? Bien sûr. Lorsque nous discutons avec le gouvernement, figurez-vous, je vous ai dit que le gouvernement discute toujours sur fond des ruses, et c'est ce qui est malheureux. Mais lorsque nous discutons avec le gouvernement, le problème est posé. Parce qu'on ne peut pas comprendre que l'enseignant qui est à Kinshasa puisse toucher un salaire différent de celui qui est à Luozi, par exemple, ou encore à Kasangulu ici. L'ami qui est à Kasangulu ne touche pas les mêmes montants que celui qui est à Kinshasa. Nous pensons que
c'est une véritable injustice, c'est une violation grave, une atteinte grave des droits fondamentaux de l'homme. Et nous disons au gouvernement d'uniformiser les salaires. Malheureusement, le gouvernement ne veut pas entendre de cette oreille-là. Il se plaint à tout moment qu'il n'a pas de moyens. Au moment où, lorsque vous regardez leur train de vie, il n'y a pas à redire. Donc, nous croyons que c'est un problème de manque de volonté politique. Et nous, en tant que syndicats, nous devrons continuer à nous mettre debout pour exiger les meilleures conditions de travail pour tous les enseignants, où qu'ils se trouvent à Katakokombe, qui se trouvent à Mwanda, qui se trouvent à Manono, qui se trouvent ici à Kasangulu, proche de nous, à Kwilu. Eh bien, tous ces enseignants doivent toucher le même montant. C'est peut-être la prime qui peut différer, mais en ce qui concerne la base salariale, ça doit être le même montant qu'on doit toucher. Et c'est ça le combat du Synécat, c'est ça le combat de la synergie des syndicats, des enseignants de la RDC. Ok, merci CG. Nous continuons parce que ce dossier-là, c'est vraiment un grand dossier qu'on ne saura pas terminer aujourd'hui, peut-être dans les prochaines émissions. Mais nous voulons savoir comment Synécat a pu accueillir la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Oui, comment le Synécat a accueilli là? Mais il faut peut-être inverser la question. D'où est venu que le gouvernement puisse appliquer la gratuité? Parce qu'il faut déjà dire que la gratuité de l'enseignement, c'est une demande sociale. Ça veut dire que c'est une demande que le Synécat a formulée depuis le temps. Depuis Joseph Kabila, nous avons formulé cette demande. Malheureusement, l'ancien président de la République n'a pas eu le courage de pouvoir matérialiser la gratuité. Et n'oubliez pas que la gratuité de l'enseignement est bien codifiée dans notre Constitution. Donc vous comprenez que depuis 2006 jusqu'en 2019, on a commencé un début d'application de cette gratuité. Et donc la Constitution était superbement violée. Alors je disais que c'était une demande sociale. Lorsque le chef de l'État en 2019 concrétise la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, après la table ronde qu'on avait tenue, eh bien, nous avons applaudi cette mesure parce que cette réforme, parce que ça donnait de l'espoir à l'enfant congolais et ça donnait de l'espoir à l'enseignant. L'enseignant qui avait été clochardisé pendant près de 27 ans de prise en charge des enseignants par les ménages pauvres. Vous savez que les parents en République démocratique du Congo n'ont pas de moyens. Et c'est eux qui avaient pris en charge le système éducatif congolais pendant 27 ans. Lorsqu'arrive la gratuité de l'enseignement, nous avons sollicité, eh bien, vous devrez comprendre que c'était une grande joie au niveau des enseignants, au niveau des familles, au niveau de l'ensemble du peuple congolais. Donc, on avait bien accueilli, mais au niveau de la gratuité, il y avait des contraintes. Nous nous étions dit avec le gouvernement, il était important que l'enseignant puisse avoir un bon salaire pour que la gratuité puisse avoir un sens. Il était également question que le gouvernement puisse disponibiliser les moyens pour les frais de fonctionnement parce que les écoles devraient fonctionner normalement. Il était question également que le gouvernement puisse avoir doté construire de nouvelles infrastructures parce que les infrastructures là que nous avons ne pouvaient pas suffire parce que n'oubliez pas, il y a eu un flux de près de 4 millions d'enfants qui se sont ajoutés à la première année. Donc des enfants qui ne faisaient rien, qui n'étudiaient plus, faute de moyens, eh bien tous se sont rués vers l'école. Et donc il était question que le gouvernement puisse avoir de nouvelles infrastructures pour résorber cette demande. Malheureusement, dans l'application, il y a eu beaucoup de problèmes. Le gouvernement a essayé de donner un peu de moyens pour les frais de fonctionnement. Il y a des écoles qui touchent 200 000 francs congolais. Il y en a qui touchent 400 000. Il y en a qui touchent 600 000. Et les grandes écoles, des écoles dites de prestige, touchent aujourd'hui 2 millions de francs congolais en termes de frais de fonctionnement. Vous comprenez que même là, c'est un peu inéquitable. Lorsque nous prenons maintenant les salaires... Excusez-moi un peu. Là, il y a une contradiction avec le ministre du tutelle. Parce que dernièrement, je l'ai suivi sur Top Congo pour ne pas citer. Il a parlé de 45 000 francs congolais comme frais de fonctionnement. Qu'est-ce qu'il en est au juste? Alors qu'aujourd'hui, vous parlez de 200 000. 45 000 francs congolais pour les frais de fonctionnement. Non, mais bon, je ne sais pas exactement ce qu'il avait voulu dire, mais ce qui est sûr aujourd'hui, pour une école de 11 classes, eh bien, on a 200 000 francs congolais. 200 000 francs congolais. Donc, ça veut dire exactement
c'est plus ou moins $100. Pour une école de 11 à 18 classes, c'est là où nous avons de 400 000 à 600 000 francs congolais. Et il y a des écoles, là nous parlons de frais de fonctionnement. Voilà, oui. Au niveau des écoles primaires. Et pour une école de prestige, dite de prestige, déterminée par le gouvernement lui-même, aujourd'hui nous avons 2 millions de francs congolais. Donc c'est un effort qui est fait au niveau du gouvernement par rapport aux frais de fonctionnement. Mais lorsque vous regardez le besoin basique d'une école, mais c'est difficile avec 100 000, avec 200 000 francs congolais de pouvoir faire fonctionner une école. Voilà pourquoi nous continuons à demander. Je crois que lorsque le ministre parle de 45 000, c'est peut-être le complément ou l'ajout qui est fait, mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore suffisant. Et la répartition, une école de 11 classes, à qui on donnerait par exemple 200 000 francs congolais, c'était d'abord 90 000 francs congolais, vous voyez que c'est difficile pour qu'il y ait un fonctionnement harmonieux. Donc avant c'était 90 000 francs congolais. 90 000 francs congolais. Mais donc il y a quand même une avancée par rapport au nouveau gouvernement. Oui, il y a, mais ça il faut le reconnaître. Donc par rapport aux frais de fonctionnement, oui, mais le besoin réel d'une école par mois ne fait pas ce montant-là. Donc nous pensons que le gouvernement, dans une approche progressive, doit devoir continuer. Là, c'est en termes de frais de fonctionnement. Mais sur le plan des infrastructures, le gouvernement n'a pas fourni assez d'efforts pour que nous ayons de nouvelles écoles, de nouvelles classes, de telle manière que nous puissions résorber tous les flux, toute la demande sociale, tous les élèves, les nouveaux élèves qui ont envahi nos écoles, eh bien ça pose problème. C'est pourquoi vous voyez dans une classe, vous avez une centaine d'élèves. Quand vous avez 100 élèves dans une classe, la qualité de l'enseignement en pâtit. Et c'est le véritable problème que nous avons. Avec la réforme sur la gratuité, la qualité de l'enseignement n'est pas au rendez-vous compte tenu des effectifs pléthoriques que nous avons dans des salles de classe et puis de la motivation très faible qui est donnée à l'enseignant congolais. Mais la motivation très faible, avant l'enseignant touchait moins que ce que le gouvernement actuel donne aujourd'hui. Est-ce qu'il y a, vous ne voyez pas qu'il y a un effort du gouvernement pour amener l'enseignant à bien travailler? Oui, mais bien sûr, nous reconnaissons l'effort du gouvernement. Mais lorsque l'effort est reconnu, j'ai parlé ici d'une approche progressive. C'est-à-dire, nous avons accepté dans un premier temps et nous avons fait 2 ans de gratuité sans qu'il y ait grève. Nous, Sinecat, nous avons pesé. Nous avons dit aux collègues, eh bien, nous avons la gratuité qui commence, il faut lui donner la chance. Nous acceptons le montant que le gouvernement nous donne. C'était au départ 175 000 et puis ça avait évolué. Alors, nous avons dit au gouvernement, nous acceptons, mais voilà les accords que vous devrez appliquer. C'est pourquoi nous sommes allés à Bibois. C'est pourquoi nous sommes allés à Mboila. Justement pour permettre que l'enseignant soit placé dans les minimums. Nous ne demandons pas l'argent d'un député, nous ne demandons pas l'argent des ministres, mais nous demandons les salaires qui peuvent permettre à l'enseignant de faire le travail de manière optimale. Figurez-vous, $400 américains, je crois que ce n'est pas beaucoup d'argent lorsqu'on donne ça à un enseignant qui doit transformer la vie d'un enfant à la maternelle, transformer la vie de l'élève au niveau primaire. Donc, c'est des moyens que le gouvernement avait accepté de donner à l'enseignant. Malheureusement, ces accords ne sont pas appliqués aujourd'hui et c'est bien dommage. Merci, CG. Qu'est-ce que diriez-vous à tous ceux qui disent que la gratuité n'était pas bien préparée? Est-ce que la gratuité est tombée comme une cheville dans la soupe ou on devrait vraiment préparer? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Il n'était pas utile à ce moment qu'on commence là avec la gratuité. Quelle est votre réaction? Quelle est la réponse? Quelle réponse voudriez-vous donner à tous ceux qui disent que le président Félix Tshisekedi n'avait pas préparé ces changements et que c'est ça la cause même de l'échec? Est-ce que la gratuité a échoué ou la gratuité a réussi? Bon, en tant qu'acteur, il sera difficile que je dise que la gratuité a échoué. Parce que jusqu'aujourd'hui, la gratuité, elle est là. Bien sûr, au niveau primaire, on a connu des problèmes parce que le président a utilisé un mauvais cheval. Le ministre Tony Mwaba n'est pas un ministre attitré. Ce n'est pas lui, en principe, qui devrait diriger l'EPST. Et donc, il a recouru à un mauvais cheval. Voilà pourquoi nous avons... Mais il avait commencé avec Willy Bakonga, qui est formateur aussi. C'était un enseignant. La gratuité a commencé avec Willy Bakonga. Oui, mais il faut dire que
sous l'égide de Willy Bakonga, pendant les 2 ans, eh bien, la gratuité avait tenu. Il faut déjà dire que Willy Bakonga, c'est quelqu'un de sérail. C'est comme nous autres. Nous sommes des pédagogues formés. Et donc, lorsque vous mettez à la tête du ministère de l'EPST un juriste, et celui-ci vient politique, vous n'avez que des juristes. Vous voyez que c'est difficile. Ils doivent avoir au moins 1 année pour comprendre les méandres de ce secteur. Je crois que les acteurs politiques font de mauvais calculs. Lorsque moi, personnellement, j'avais conduit la délégation du Sénécat qui a rencontré le président Félix Tshisekedi lors de ces consultations, eh bien, il était clairement dit, nous avons dit au ministre, au président de la République, qu'il était important de placer à la tête des ministères de l'EPST ou de l'enseignement supérieur des personnes qui ont la technicité, c'est-à-dire des hommes de sérail. Malheureusement, cela n'a pas été pris en compte et voilà, aujourd'hui nous avons tous ces problèmes. Les ministres de l'EPST, au lieu de pouvoir maintenir la gratuité telle que ça avait fonctionné en 2019-2020, 2020-2021, malheureusement pour lui, il est allé dans le recadrage. Et quand il fait le recadrage, il laisse la gratuité seulement à l'école primaire. La conséquence, c'est quoi? C'est que quand l'enfant termine l'école primaire, il ne peut pas aller à l'école secondaire. Parce que là-bas, ce sont des frais qu'on a imposés. Lors de Mouela Lodge, eh bien, nous sommes opposés, mais le gouvernement a pris l'option que pour la 7e et la 8e année, et pour les autres classes, les parents devraient encore payer $300, figurez-vous. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la gratuité n'a plus véritablement son sens initial. Parce que l'enfant qui arrive en 6e année primaire, il ne paye rien, mais pour accéder en 7e année, les parents doivent payer $300 américains. Ça devient un blocage. Et donc, je crois que le président de la République n'a pas fait un bon choix du ministre qui devrait animer le secteur de l'EPST. Mais est-ce que là, le ministre n'a pas vraiment appliqué la loi? Parce que la gratuité devrait concerner quelle tranche de classe? Au niveau de la Constitution, la gratuité est comprise au niveau primaire. Oui. Ça, c'est clair. Oui. Mais la loi cadre de l'enseignement a prolongé cette gratuité en 7e et 8e année. C'est-à-dire première année comme là, oui. Première année secondaire et 2e année secondaire. Oui. Vous comprenez? Oui. Alors, maintenant, il y avait le problème de la faisabilité. Lorsque vous devrez, et c'était ça le travail de la table ronde, à la table ronde, nous avons chiffré la gratuité à 2,6 milliards. 2,6 milliards l'année qu'on devrait débourser pour le compte de la gratuité. Lorsque vous avez de la volonté politique, c'est-à-dire au niveau interne, on devrait sortir des fonds. Mais il y a également des apports extérieurs. La Banque mondiale était venue à la rescousse. Ça signifie que si le gouvernement avait toute sa bonne foi, eh bien, on allait avoir les fonds disponibles qui pourraient nous permettre à pouvoir financer la gratuité. Malheureusement, tout a chaviré. On a voulu garder la gratuité à l'école primaire. Ça n'avait plus de sens parce que ça devrait être bloqué au niveau de 7e, 8e. Si pendant les 2 ans, on a fonctionné de la première année primaire jusqu'en 6e année des humanités, c'est parce que nous avons vu cette difficulté-là. Et nous avons fait savoir au gouvernement qu'il était difficile d'appliquer seulement la gratuité au niveau primaire. Et aujourd'hui, les événements nous donnent raison. Parce qu'on est bloqué. On est bloqué dans le sens où, en 7e, 8e, les parents doivent payer. Tout ce que nous avons eu comme nouveaux élèves, la déperdition a commencé. Les classes qui avaient 100 élèves, aujourd'hui, nous avons des classes qui ont été dépeuplées. Je crois que vous avez sillonné la ville, vous avez vu des élèves qu'on est en train de chasser. Or, lorsqu'on chasse les élèves, il manque de matière et en ce moment-là, la qualité de l'enseignement en pâtit. Voilà pourquoi nous avons lutté pour que la gratuité aille jusqu'en 6e année des humanités, de telle sorte que l'enfant congolais ne soit pas pénalisé. Et alors, vous avez la Constitution, mais nous avons également des instruments internationaux. Quand vous prenez l'ODD 4, l'ODD 4 parle de l'inclusivité. Il faut que tous les enfants, des riches, des pauvres, que tous accèdent à une éducation publique de qualité. Malheureusement, on a laissé la gratuité à l'école primaire. Nous avons demandé au gouvernement que les membres du gouvernement réduisent leur train de vie pour avoir un peu plus de moyens afin de financer la gratuité. Tout cela ne s'est pas fait. La gratuité aujourd'hui c'est à l'école primaire, mais la qualité pose problème. Ok. Faute de temps, nous allons
peut-être chuté, mais nous avons une question à poser. On attend aujourd'hui qu'il y a des négociations entre l'Église catholique et le gouvernement pour qu'ils puissent signer un accord, que l'Église catholique puisse gérer l'engagement des enseignants, tout ce qui est pour les enseignants. Qu'est-ce qu'il en est au juste? Vous aviez déjà appris ça? Oui, nous avons appris ça, mais je dois vous dire que ça sera une débâcle. L'Église catholique, la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, est en train de négocier un accord spécifique avec le gouvernement en matière de gestion des écoles. C'est-à-dire l'Église est en train de sortir de la convention que l'État avait signée avec les différentes confessions religieuses. L'Église catholique est en train de vouloir négocier un accord propre à elle. Et je dois vous dire que c'est un véritable danger. Parce que dans cet accord, dans ce projet d'accord, il est dit que l'Église catholique pourra gérer en toute autonomie les écoles. Et donc, elle aura un œil regardant, même au niveau des recrutements des enseignants. Ça va poser problème. Parce que nous avons vu l'intention de l'Église catholique au début de cette année. Eh bien, le cardinal a voulu mettre hors des écoles tous les enseignants qui ne professaient pas la foi catholique. Donc, nous voyons que c'est un véritable danger. Si l'État a signé cet accord-là, ça va faire que l'Église va commencer à engager et il ne prendra que des enseignants qui professent la foi catholique. Ça sera une grave violation des droits fondamentaux de l'homme. Mais aussi l'Église veut gérer et veut créer des écoles privées. Il veut également gérer les écoles publiques qui sont là, mais avec un régime particulier. C'est-à-dire l'Église veut encore appauvrir les parents et nous, en tant que syndicats, nous sonnons. C'est une alerte que nous faisons parce que nous allons nous mobiliser pour qu'un tel accord qui donne beaucoup de faveurs à l'Église catholique ne soit pas signé. Et là, nous mettons en garde les gouvernants. Ils ne doivent pas appauvrir les parents congolais. Parce que lorsque l'Église, regardez, lorsque vous voyez une école comme Monseigneur Monsengo, cette école demande $700 américains aux parents. Que l'enfant soit à la maternelle, au primaire, au secondaire, $700. Je crois que si on confiait la gestion, si on donnait l'autonomie de gestion à l'Église catholique, ça sera un véritable désastre de notre système d'enseignement. Et c'est l'occasion pour nous de revenir sur la question d'actualité. Le président de la République a fait le constat à Abidjan que le niveau de l'enseignant congolais est très bas et que l'enseignant congolais n'avait pas de matière. Mais nous, au niveau du syndicat, nous avons été très touchés par ces propos du président de la République parce que les causes de la débâcle de notre système d'enseignement sont bien connues. Parmi les causes, la première cause, c'est la prise en otage du système éducatif congolais par des politiques. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de phénomènes NU, eh bien, ce sont des gens qu'on recrute dans le milieu des partis politiques, au niveau des familles. Donc, au lieu que ce soit des véritables enseignants NU, on va recruter, on va faire des recrutements clientélistes et ça a des répercussions sur l'enseignement que nous donnons. Mais il y a également le faible financement de l'éducation. Je crois que le président n'a pas raison lorsqu'il dit que l'enseignant congolais a un niveau bas. Il n'a pas raison parce que si on a donné à notre système d'enseignement les financements publics nécessaires, les financements qui puissent permettre de prendre en charge l'enseignant congolais, ces financements devraient prendre en charge la formation continue, le recyclage, c'est-à-dire la formation continue. Ces financements devraient prendre en charge le support pédagogique, tout l'aéropage qui accompagne les maîtres lorsqu'ils doivent enseigner. Mais tous ces éléments ne sont pas réunis. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notre système d'enseignement est au rabais. Il a raison, mais il y a des causes qui justifient cela. Et ce sont ces causes-là auxquelles on doit s'attaquer pour que demain, nous ayons un système éducatif compétitif, un système éducatif de qualité. Nous, en tant qu'enseignants, nous continuons à travailler. En tant que syndicats, nous continuons à nous battre pour que finalement, notre système éducatif soit... N'oubliez pas, Jules, vers les années 1960, vers l'indépendance, la République démocratique du Congo était l'Eldorado. Tous les étudiants qui nous environnent, qui sont dans les pays voisins, venaient étudier à Louvanium, venaient étudier dans nos collèges.
Donc, parce qu'il y avait des moyens. Mais beaucoup d'années après, sous Mobutu déjà, le système a commencé à péricliter. Et sous Joseph Kabila, eh bien, c'était la descente aux enfers. Aujourd'hui, on essaye un peu. Mais si on doit signer l'accord spécifique avec l'Église catholique, ça sera la débâcle. Parce que le système de prise en charge des enseignants par les parents a prouvé ses limites. Oui, je voudrais un peu insister sur le point sur ce que le président avait dit. Mais, CG, croyez-vous aujourd'hui, vous aviez étudié comme moi dans ce même pays, dans de mêmes universités. Est-ce que vous aviez vu à l'époque où vous étudiez un enseignant qui partage la bière avec son élève, son étudiant? Vous aviez vu un élève qui amène de l'argent à son professeur? Mais tout ça, comment l'enseignant va juger son étudiant? Comment l'enseignant va juger son élève? Aujourd'hui, les professeurs qui courent derrière les filles, tout ça, et la cotation est comment? Aujourd'hui, le président est là. Il a fait, je crois qu'il a quelque part, il a raison. On est en train de travailler, mais est-ce que l'enseignant est conscient de tout ce qu'on fait pour la formation? Oui, je crois que les tares de notre société, je crois que les responsabilités sont partagées. Je ne peux pas innocenter l'enseignant, je ne peux pas ne pas charger l'enseignant. C'est vrai, il y a beaucoup de méfaits. Les enseignants se comportent par moments de manière, je dirais, non catholique, de manière qui ne peuvent pas nous permettre de dire que non, il est éducateur. Parce que l'éducateur doit prêcher par l'exemple. Les points sexuellement transmissibles à l'université, eh bien, ça existe. Les professeurs, les enseignants qui sont derrière les élèves filles, eh bien, ce sont les phénomènes de notre société. Tout ça, ce sont des choses qui sont vraiment dans notre société et c'est déplorable. Mais il est difficile de pouvoir généraliser. Parce qu'il y a quand même une éthique et une déontologie professionnelle. Lorsque vous prenez la proportion, vous allez bien vous rendre compte que l'enseignant continue à bien faire son travail. Mais les moutons noirs qui sont dans l'enseignement, les brebis galeuses, la corruption pour la République démocratique du Congo, c'est pas seulement au niveau de l'enseignement, c'est un peu partout, jusqu'au niveau des véritables maladies. Et le président de la République, dans les efforts qu'il est en train de fournir, la lutte contre la corruption, je crois que ça doit concerner tout le monde. Vous n'avez pas parlé de l'examen d'État, mais l'examen d'État aussi, c'est un véritable rendez-vous de la corruption aujourd'hui. Vous avez parlé de ça. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a des lauréats qui ne savent même pas dire leur propre nom. Mais ce sont des lauréats des examens d'État. Et bientôt, on aura ici les examens d'État. Quel conseil vouliez-vous donner au gouvernement? Parce que les surveillants, beaucoup de bévis dans l'organisation même des examens d'État et des jeunes affaires. Oui, beaucoup d'actes de corruption, beaucoup de pratiques de corruption. Mais il faut dire que le pouvoir organisateur de l'enseignement, c'est l'État congolais. C'est-à-dire que là-bas, il y a à boire et à manger. Lorsque déjà, au niveau de la loi dit quoi? Que pour l'examen d'État, eh bien, ce sont les enseignants du primaire qui doivent surveiller les élèves à l'examen d'État. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce sont des militants des partis politiques. Donc je crois que le gouvernement de la République est responsable de beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les pratiques de corruption, lorsque vous les remarquez à l'examen d'État, mais allez-y interroger qui est le chef de centre, qui est le surveillant. C'est là que vous allez comprendre que non, bon, il y a une collaboration au niveau des salles, simplement parce que le gouvernement ne veut pas mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre, il faut respecter la loi. Si on respecte la loi, eh bien, que ce soit les examens en hors session, les examens d'État en hors session, que ce soit la session proprement dite, eh bien, ça va se passer en toute transparence si on mettait de l'ordre. Mais déjà à ce niveau-là, il n'y a pas d'ordre, il y a un désordre terrible. Et lorsque le pouvoir organisateur lui-même ne veut pas réguler, eh bien nous allons assister à cette foire. Nous, en tant qu'acteurs sociaux, nous faisons un effort pour nous lever afin de contrer ces différentes tares. Parce que si nous ne les faisons pas, demain, en tout cas, nous allons commencer à importer les enseignants qui viendront d'autres pays pour venir enseigner à nos enfants. Et ça va coûter plus cher au gouvernement. Autant le président a raison de pouvoir fustiger notre système d'enseignement, de fustiger le niveau de notre enseignement, autant
le président est interpellé pour qu'il mette le moyen afin que notre système éducatif soit un système éducatif compétitif. Quand je parle de mettre les moyens, c'est que celui qui doit travailler doit être mis au centre de l'action politique du chef de l'État. L'enseignant ne demande que le minimum vital qui lui permet de bien faire le travail, mais il faut absolument que le gouvernement évite de rentrer encore vers les parents, parce que dès que vous rentrez vers les parents n'ont pas assez de moyens. La conséquence, c'est quoi? On va commencer à chasser les élèves et les élèves ne vont pas suivre la formation de manière intégrale. Ils vont suivre une partie des matières et le reste, ce sont des matières qui vont rater. Et là, nous allons continuer à donner raison au président de la République. Mais lui et son gouvernement, ils doivent mettre les moyens pour que les enseignants soient superbement motivés. Ok, merci secrétaire général Jean Bosco Pouna. Nous arrivons presque à la fin de notre émission, mais nous voulons que vous nous parliez un peu de la retraite des enseignants. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a retraité un nombre d'enseignants? Qu'est-ce qui s'est fait et quand est-ce qu'on aura le deuxième lot des enseignants qui partiront à la retraite? Bien, merci beaucoup. La question de la retraite, c'est une question très délicate. Parce que la retraite qui vient d'être imposée aux enseignants, c'est une retraite cavalière. Comment imposer? Mais imposée parce que pour aller à la retraite, la première chose qu'un gouvernement sérieux fait, c'est la mise en place d'un plan de retraite. Aujourd'hui, nous n'avons pas le plan de retraite des enseignants. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, dans le plan de retraite, on doit définir quelle est la vague qui part maintenant, quelle est la vague qui va partir demain et quelle est la vague qui va partir après-demain. Ce plan de retraite n'est pas là. Deuxième chose, il nous faut une commission technique d'harmonisation, c'est-à-dire les experts de l'enseignement doivent se mettre autour d'une table pour se dire, vous faites partir un professeur de chimie, voilà le professeur de chimie qui répond à ces profils qui vient les remplacer. Vous faites partir un professeur de français, voilà celui qui a fait la pédagogie et en français qui vient les remplacer. Mais aujourd'hui, tel que ça se fait, de manière KA, de manière aléatoire, c'est-à-dire un professeur de chimie est remplacé par un professeur de mathématiques. Un professeur de chimie est remplacé par un professeur de dessin. Un enseignant à l'école primaire est remplacé par un jeune homme qui a terminé mais qui n'a pas encore fait preuve. Mais secrétaire général, là, ça n'a rien à voir avec la retraite. La retraite, c'est quand quelqu'un a travaillé, à un certain âge, il doit quitter son travail. Le remplacement, là, ça n'a rien à voir parce que qu'est-ce que l'enseignant qui part a à faire avec celui qui va le remplacer? Non, mais vous ignorez une chose, l'enseignement, c'est un domaine technique. C'est de la spécificité. C'est-à-dire, quand vous faites partir quelqu'un, il faut qu'il y ait un remplaçant et qui réponde à son profil. Et donc, la retraite respecte des normes. Il y a 3 normes. Sur le plan financier, il faut réunir les moyens. Parce que ceux qui partent à la retraite doivent avoir ce qu'on appelle les indemnités de fin carrière. Aujourd'hui, le gouvernement donne 2500 $ à l'enseignant. Vous comprenez? Quelqu'un qui a servi pendant longtemps, une trentaine, quarantaine d'années, vous lui donnez 2500 $. C'est-à-dire que là, vous l'envoyez à la mort. Cette retraite à la mort, je voulais dire, cette retraite, c'est presque un assainissement. Le deuxième plan, c'est sur le plan, j'ai parlé du plan technique. C'est ce que j'étais en train de dire. Sur le plan technique, pourquoi à l'université, il y a des professeurs qui travaillent même au-delà de l'âge? Simplement parce qu'on n'a pas encore trouvé celui qui correspond à son profil. Donc aujourd'hui, il y a des enseignants qui partent en retraite, c'est à 65 ans. Mais il y a des enseignants qui ont 62 ans, qui partent en retraite, tandis que ceux de plus de 65 ans qui sont encore là. C'est un véritable problème. Vous n'avez pas la pension, la rente de survie et la pension. Mais quand vous n'avez pas réuni tous ces éléments, il est difficile de pouvoir envoyer les enseignants en retraite. Parce que là, on envoie les enseignants à la mort. On les envoie à la mort, on ne garantit pas leur sécurité sociale. Voilà pourquoi nous nous insurgeons. Et en plus, pour envoyer des agents de l'État à la retraite, il faut que le ministre de la fonction publique se prononce. Mais au moment où nous parlons, c'est le ministre sectoriel de l'EPST qui le fait. Donc il le fait de manière cavalière. Et nous ne pouvons pas comprendre comment ce gouvernement c'était. C'est soit le ministre de la fonction publique qui a les prérogatives, le pouvoir d'envoyer les agents de l'État en retraite, parce que l'enseignant c'est un agent de l'État, à moins qu'on nous dise le contraire, soit le Premier ministre qui a les prérogatives d'envoyer
un agent de l'État à la retraite ou encore le président de la République lui-même pour ce qui concerne les agents de commandement. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Et donc, c'est une retraite cavalière. Nous sommes en train de nous battre pour que cette retraite soit suspendue, que le gouvernement réunisse les moyens, que le gouvernement mette en place des techniciens qui vont étudier comment on va procéder pour que nous n'ayons pas de vide dans les écoles. Au moment où nous parlons, il y a des enseignants qui sont partis en retraite qui ont laissé des vides et les élèves ne savent pas étudier. C'est un véritable problème qui va impacter négativement sur la qualité de l'enseignement. Donc la retraite telle que faite par Tony Mwaba, c'est une retraite cavalière. Une année de délai probatoire. Il faut dire à celui qui part à la retraite, par exemple pour l'année prochaine, on doit les prévenir que vous irez à la retraite, voilà les noms, mais aujourd'hui on ne connaît pas les noms. Seul lui et les Sécopé connaissent les noms. Je crois que c'est une véritable entorse et nous sommes en train de nous battre. Nous avons des échanges avec la SADO, qui accompagne les enseignants par rapport à ça. Et notre cabinet d'avocats, un collectif a été mis en place qui est en train de travailler pour suivre afin que tous ces retraités qui ont été abusivement mis dans cette situation, qu'ils puissent réintégrer le système, qu'ils soient payés régulièrement avant que le gouvernement ne trouve les moyens. Est-ce que l'enseignant cotise pour sa retraite? Jusqu'à aujourd'hui, non. Mais il va cotiser quoi? Qu'est-ce qu'on lui donne? Je vous dis que l'enseignant n'a pas $200. Hein? Mais qu'est-ce qu'il va devoir cotiser pour qu'il y ait... Aujourd'hui, le ministre parle de la caisse de retraite et il veut encore prendre $5 du petit salaire que touche l'enseignant et mettre dans la caisse de retraite. Je crois que c'est inhumain. C'est inhumain et nous ne pouvons pas accepter cela. Et nous n'avons pas une base salariale. Sur base de quoi on va calculer la retraite? Parce que les 370 000 francs qu'on donne à l'enseignant au niveau de Kinshasa, ce n'est pas la même base qui est donnée au niveau de l'arrière-pays. Donc quand vous n'avez pas une base salariale, il est difficile de pouvoir procéder à la retraite. Voilà pourquoi nous annonçons au niveau de notre coalition que nous allons organiser d'ici là un grand forum sur la gratuité de l'enseignement et toutes ces différentes questions seront bel et bien abordées. Chers amis de l'aide des enseignants, merci de nous avoir suivis. Nous vous demandons de ne pas vous lasser de suivre votre chaîne, parce que ça c'est la chaîne des parents, la chaîne des enfants, la chaîne des élèves et des étudiants, des professeurs. Alors, pour terminer en beauté, nous allons demander au secrétaire général quel est son dernier mot à propos de la situation des enseignants, qu'est-ce qu'il veut et quel est le message qu'il veut lancer aux enseignants. Bien, merci beaucoup. D'abord, c'était un réel plaisir de vous recevoir au quartier général du Sinécat. Nous sommes à Kinshasa, à Kimbangu. Nous avons voulu vraiment être près de la population parce que de temps en temps, nous avons les doléances des enseignants. La deuxième chose, c'est que les enseignants ne doivent pas se fatiguer. Nous devrons continuer ce combat. C'est un combat noble parce que ça nous permet de pouvoir requalifier notre système d'enseignement. Il est important que les enseignants continuent à se battre. Nous n'avons pas d'excuses. L'enseignant n'a pas d'excuses. Il doit véritablement bien faire son travail. Malgré les conditions, nous devrons continuer à bien faire notre travail, mais nous devrons continuer à revendiquer pour que nos conditions sociales soient améliorées. Alors, je vous invite à aimer cette chaîne, notre chaîne, l'œil des enseignants. Je voudrais que tous les enseignants qui vont devoir suivre cette émission puissent s'abonner parce que c'est une véritable opportunité qui nous est donnée et nous saluons les promoteurs de cette chaîne, M. Gilles, et je crois qu'à tout moment que nous aurons des informations à faire passer, nous ne manquerons pas de pouvoir inviter l'œil des enseignants afin qu'ils puissent nous accompagner. C'est donc pour nous un partenaire très très pertinent et je crois que Dieu va nous aider pour que nous puissions aller de l'avant avec ces partenariats. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup, chers amis de l'aide des enseignants. Merci tous les professeurs. Cette chaîne, c'est une chaîne gratuite pour les enseignants. Vous avez une émission, vous avez une information à faire passer. N'hésitez pas de nous contacter. Nos numéros sont au bas de l'écran. Abonnez-vous. Et c'est 01 469 583 1893 sur WhatsApp. Appelez-nous, nous vous aimons et restons branchés. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'aide des enseignants et que tous les enseignants
que l'enseignant, soit valorisé. Nous vous aimons et à la prochaine.